Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans notre émission VooZoom, émission hebdomadaire consacrée à la Première Ligue. C'est le dernier jour de l'année. VooZoom est donc sur son 31. En tout cas, j'ai fait ma part du travail et j'accueille aujourd'hui Philippe, Bruno et Christian. Salut. Le dernier rendez-vous de l'année. On va le fêter. On va faire ça en Bah beauté. oui. Bon, C'est écoutez, bien, alors, Serge. C'est bien. Vous avez la tenue adéquate. C'est bien. j'ai fait un effort. Bon, on va évidemment aborder cette 17e journée de Première Ligue qui commencera ce vendredi 1er janvier, qui se terminera lundi. On sait que les matchs se succèdent, c'est la période des fêtes, mais il y a eu cette information qui est sortie en milieu de semaine. Il pourrait, messieurs, y avoir une pause durant 2 week-ends du côté de la Première Ligue parce qu'on l'a vu, il y a une recrudescence de Covid. L'épidémie est en train de reprendre de la force en Grande-Bretagne. On a vu un premier match annulé, c'était lundi, Everton-Manchester City, mais on sait aussi que les organismes sont très sollicités maintenant depuis quelques mois. Est-ce que ce ne serait pas finalement la bonne solution et pour essayer de freiner évidemment cette propagation du virus, même au sein de la Première Ligue, mais aussi pour permettre aux organismes de se reposer un petit peu? Bon, on a l'impression de voir beaucoup plus de joueurs de foot de sortie que les boules de Noël. Donc, on peut imaginer que dans cette crise qu'on ne comprend plus très très bien, je pense qu'il faut ne pas hésiter à mettre tout le monde au repos. Parce que si c'est joué au football dans des stades qui continuent à être vides, s'il faut désinfecter les ballons tous les quarts d'heure, les poteaux de corner, ce qu'on faisait à une époque en mars, hein, je vous rappelle, on désinfectait les poteaux et les poteaux de corner. Hein. Euh, à un moment donné, ça va plus être possible. Donc, pour la sérénité de tous, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est un sport de contact, donc les joueurs sont quand même très très proches les uns des autres, on ne va quand même pas les faire jouer avec un masque. Vu la tournure des événements, pourquoi ne pas imposer un break? Alors, on a tous commenté ou vu beaucoup de rencontres ces derniers jours. On a vu que le spectacle n'était pas toujours au rendez-vous. On a eu pas mal de 0-0. On a eu des rencontres avec peu de spectacles et peu de buts. Mais aussi, on va le dire, pour permettre aux organismes de se reposer un petit peu et de recharger les batteries, même si ce sera difficile après de recaser les rencontres. Mais je pense que ce serait vraiment une bonne chose, même au point de vue du jeu et du contenu des rencontres, Philippe. Ouais, ça paraît quand même compliqué de reporter encore des matchs vu le calendrier extrêmement serré. C'est pour tous les championnats. Il y a un championnat d'Europe qui se profile. Va-t-on le jouer? C'est la vraie question en fait. Je pense que si plusieurs pays ont des recrudescences d'épidémies, sont obligés d'arrêter leur championnat, c'est la fin du championnat d'Europe, comme c'est déjà apparemment le début de la fin pour les Jeux olympiques au Japon. Hein. Les dernières mesures prises de ce côté-là montrent que les athlètes ne pourront pas faire de préparation. Déjà, le gouvernement l'a décidé hier ou aujourd'hui. Je pense que c'est très très mal embarqué. Et si on a une nouvelle recrudescence de cas en Europe, bah, je crois que ce sera un petit peu terminé pour tout. Bon, en attendant, on va bien sûr débuter l'année avec la 17e journée. On va essayer de le faire de manière positive et avec de l'enthousiasme. On va donc décrypter cette 17e journée. On n'a pas réussi à sortir une véritable affiche, mais on va faire un round-up sur 5 rencontres et on va débuter avec la rencontre qui va opposer dès ce vendredi 1er janvier à 18h30 Everton et West Ham United. C'est parti. On va débuter donc du côté de Goodison Park, Christian, avec une équipe d'Everton qui n'a pas joué lundi puisque le match face à Manchester City a été reporté, mais qui reste sur une excellente série. C'est une équipe qui a eu un petit creux au moment du mois de novembre avec quelques défaites, mais là, on peut dire que cette équipe dirigée par Carlo Ancelotti est sur une très très bonne dynamique. Effectivement, en fait, on avait souvent parlé dans des Zooms précédents qu'il fallait une alternative quand les buteurs principaux n'étaient pas efficaces. Ben là, il reste sur 5 matchs, un partage et 4 victoires. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Calvert-Lewin a marqué son dernier but le 5 décembre pour le match, le partage à Burnley. Et depuis lors, il n'a pas marqué, mais les autres ont pris le relais. Sigurdsson vient avec son quota but-passe décisif qu'il fait chaque saison. Richarlison, on savait à l'assist, mais là, il est buteur. Et puis Mina, et puis Holgate. Et alors, un petit coup de pouce aussi avec le but contre son camp de holding. Donc, exactement l'alternative idéale quand le buteur principal n'est pas efficace.
On rappelle qu'Everton était deuxième derrière Liverpool le soir du Boxing Day. C'est une équipe qui a remporté son dernier match sans James, sans Richarlison, sans Alagne, sans Digne et même sans Coleman. Bruno, on peut dire qu'après un an, le travail d'Ancelotti commence à payer et il faut prendre cette équipe au sérieux pour le top 4. Déjà, ils ont dû apprendre à gagner sans Richarlison, ce qui était pour eux dans leur ADN déjà compliqué. Et puis, ils se privent quand même de cadre aujourd'hui pour avoir une très, très jolie série, vaincu sur leurs 5 dernières rencontres. C'est un candidat à quelque chose. C'est difficile de formuler candidat à quoi cette saison. On en reparlera avec Aston Villa plus tard, mais c'est un candidat à quelque chose. Et Ancelotti, on peut dire qu'il a trouvé sa place. Il est arrivé un petit peu dans un scénario hollywoodien. On sait qu'Everton a dépensé pas mal d'argent pour recruter. L'arrivée de James aussi. Mais il y a aussi des jeunes joueurs, Philippe. On a pu noter Gordon qui a joué le dernier match, Davies qui a pris la place d'Alagne. Il y a aussi le jeune Godfrey, donc c'est une équipe qui a beaucoup plus de profondeur que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Surtout, on remarque une chose, pas qu'à Everton d'ailleurs, je trouve dans ce championnat, ça c'est assez intéressant, c'est que cette période particulière permet dans beaucoup d'équipes de voir des jeunes joueurs émerger, soit pour des raisons de blessure, soit pour des raisons de faire tourner l'équipe. Et ça, c'est plutôt un bon signe pour le football. Je trouve que des jeunes joueurs qui s'imposent aussi vite, bon, il y a quelques exceptions, Silva à Wolverhampton, ça marche pas aussi bien qu'on pourrait l'attendre, mais dans la plupart des équipes, on a des jeunes comme ça qui impressionnent, qui nous montrent des choses, et ça veut dire aussi que la formation est bonne, je pense, pour avoir de jeunes joueurs qui sont prêts physiquement, mentalement et techniquement à affronter ce championnat, même s'il est sans doute un petit peu plus bas que les années précédentes, encore une fois en raison de la situation. Mais ça, c'est une bonne chose. Donc, ça nous permet de voir des nouveautés et de découvrir des joueurs. West Ham, de son côté, est dans une période un petit peu plus compliquée. Il y a 3 partages, 1 défaite sur les 4 derniers matchs. Ils sont actuellement 10e, mais on sait que c'est quand même très serré dans la première partie du classement. On peut quand même noter que c'est aussi l'anniversaire, la première année de David Moyes à la tête de cette équipe de West Ham. Et Christian, on a choisi de parler de l'aspect offensif de cette équipe de West Ham. Alors, il faut quand même signaler que Michael Antonio, qui est normalement le buteur de cette équipe, est absent depuis pas mal de temps et que Sébastien Haller n'a pas tout à fait répondu à l'attente. Il n'a marqué que 3 buts, même s'il a marqué un but super face à Crystal Palace. Il n'a marqué que 3 buts. Donc, c'est une équipe qui joue sans véritable buteur. C'est très intéressant dans l'aspect offensif parce que c'est quand même une équipe qui, généralement, se bat contre la relégation ou est une équipe du milieu de classement. Et donc, généralement, ce sont des équipes qui sont en attente, qui ont un jeu défensif très important et ils devraient profiter de reconversion rapide. Et en fait, ici, pas du tout. Il est avec Leicester, l'équipe qui joue le mieux sur jeu dominant placé, l'équipe qui marque pratiquement le plus sur phase arrêtée sans penalty. Et on voit sur l'infographie exactement l'origine des buts. Et donc, on voit qu'à West Ham, il faut que ça vienne par les flancs. Ils sont très forts de la tête, surtout sur des ballons au deuxième poteau. Ils sont très forts au cordeau, donc dans cette position qui est parallèle à la baseline pour marquer des buts. Et ils sont très forts sur phase arrêtée, comme on peut le voir ici. 11 buts sur centre, c'est la meilleure performance. 5 buts sur corner, 4 buts sur coup franc indirect. Ce sera donc intéressant de les voir se déplacer du côté d'Everton. On rappelle plutôt que ce match, ce sera le premier de la 17e journée. C'est vendredi, donc 1er janvier à 18h30. On enchaîne avec toujours un match le 1er janvier, Manchester United face à Aston Villa. United, on en a déjà évidemment énormément parlé dans l'émission et on constate qu'ils sont maintenant 2e au classement après cette victoire sur le fil et avec un petit peu de réussite face à Wolverhampton en milieu de semaine. Et Christian, on peut dire que on savait que cette équipe était très bonne, très efficace en déplacement, mais si Manchester United commence en plus à gagner à domicile, et c'est ce qu'ils font, c'est une équipe qui devient candidat au titre, tout simplement. Même si la production offensive à domicile est encore moyenne, il y a moyen de faire mieux, mais que dire du bilan des 9 derniers matchs, c'est exceptionnel, il n'y a pas de défaite. Alors qu'en début de saison, il y avait ce point d'interrogation et on se posait plein de questions. Là, ils commencent à confirmer. Ils ont un rythme de croisière important. Beaucoup de joueurs sont efficaces. Et sur les 9 derniers matchs, il y a 23 points de prise sur 27. Il y a 3 clean sheets. Il y a 22 buts marqués et 11 buts encaissés. Évidemment, la plupart des buts marqués
et des points ont été pris en déplacement, mais le bilan est exceptionnel pour le moment. On a souvent parlé de cette équipe de United comme une équipe un petit peu schizophrène. On sait qu'offensivement, c'est très efficace. Mais est-ce que pour être vraiment candidat au titre, il ne faudrait pas un petit peu être plus efficace au niveau défensif, Bruno? J'ai quand même remarqué qu'ils ont encaissé au moins 2 buts et plus à 7 reprises, donc quasiment dans la moitié des matchs cette saison. Avec une défense qui cherche toujours l'équilibre et un De Gea qui reste quand même un gros point d'interrogation. Donc vous imaginez, si on prend vos 3 dernières phrases pour une équipe qui est 2e au classement général, dont plus personne ne se souvient de la dernière défaite. Tout le monde a oublié, c'est tellement loin. C'était Arsenal. C'est loin, bien sûr, mais c'est tellement loin qu'on n'a plus ça à l'esprit. Et on cherche encore, parce que c'est un grand d'Angleterre, on cherche encore la petite idée. Oui, ça ne tourne pas encore à plein régime. Oui, au début, on s'est dit, mais est-ce qu'ils produisent assez de jeux? Est-ce que Martial marque assez? Est-ce qu'ils ont réellement un numéro 9? Ils sont 2e et on sent vraiment qu'il y a une pente ascendante. Donc, méfions-nous de cette équipe quand tout va tourner, que De Gea aura vraiment son niveau. Ils sont quand même encore un peu schizophrènes parce que le but qu'ils encaissent contre Leicester, ils n'auraient pas dû l'encaisser, ils auraient dû gagner ce match. Et puis hier, ils ont quand même de la chance, ils marquent dans les arrêts de jeu sur un tir dévié. Ils méritaient probablement de gagner ce match, mais je trouve que ce match est symbolique. Il ne faut pas oublier que c'est la première fois qu'ils battent Wolverhampton depuis qu'ils sont venus en première division. Donc ils sont en train de passer des étapes. Ce qui m'a frappé, c'est que dans la presse, on continue à dire est-ce que Manchester est 2e grâce à Solskjaer ou en dépit de Solskjaer? Donc lui, il ne convainc toujours pas, je pense. Bon, maintenant que Pochettino devrait signer au PSG, il sera peut-être un petit peu libéré et on va peut-être un petit peu le laisser tranquille. Je voudrais peut-être juste revenir sur ce qui est, à mon avis, le meilleur transfert en 2020. C'est évidemment Bruno Fernandes. 32 buts. Il est impliqué dans 32 buts en 29 matchs, 18 buts et 14 assists. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est le transfert de l'année 2020? On l'avait déjà dit à la reprise Covid, il avait tout de suite impressionné. Après, il a eu un petit passage, même pas à vide, mais un peu moins de performance. Mais quand on voit les chiffres depuis son arrivée, c'est impressionnant. Bon, match à domicile à Old Trafford face à Aston Villa. Et on sait que cette équipe en déplacement, elle est quand même très bonne et elle marque, elle a déjà gagné pas mal de fois depuis le début de la saison. Est-ce qu'on peut dire qu'elle, de son côté, Aston Villa, c'est l'équipe qui a le plus progressé depuis la sortie du lockdown, même si Christian, il y a eu quand même aussi un passage à vide et on peut quasiment diviser cette première partie de saison en 3 étapes pour les Villans. Ils ont profité d'un départ fantastique et alors probablement cette victoire contre Liverpool leur a donné beaucoup d'espoir pour cette saison. Et donc voilà, on a observé ça et on remarque que ça se passe en 3 parties. La première, c'est 4 victoires de suite avec quand même Liverpool et Leicester. Après, il y a un passage à vide avec 4 défaites et 1 victoire. On s'en doutait un peu parce que c'était quand même, ils avaient quand même encaissé très peu et donc là, il y a eu quelque chose qui s'est rééquilibré pour une équipe de ce niveau-là. Malgré tout, ils ont quand même cette victoire 0-3 à Arsenal qui permet un peu de casser en deux ce bloc central. Et puis après, voilà, il y a de nouveau une reprise avec pendant ce mois de décembre, il y a 3 victoires et 2 partages, donc un vaincu. D'une très belle victoire à Wolverhampton et alors voilà, contre des concurrents moins bien classés, ils parviennent à faire le boulot et donc pour le moment c'est une saison excellente pour le niveau de l'équipe évidemment. Excellente, il y avait bien sûr le 7-2 mais Aston Villa c'est une équipe qui a prouvé derrière que c'était pas qu'un accident, il y a eu des choses derrière. 5 victoires en déplacement, on l'a vu sur l'infographie, deuxième défense exactement. Il marque plus que Manchester City, 28 buts marqués, 21 pour City, Serge. On ne sait pas où ils vont s'arrêter, eux. Non, parce qu'il y a Jack Grealish, évidemment. Il y a aussi des renforts qui sont bons. Cash, Traoré, Watkins, Barkley, même s'il est blessé pour le moment. Et puis, il y a ce joueur qui se révèle maintenant depuis quelques matchs, c'est El Ghazi. Il a marqué 4 buts sur les 3 derniers matchs. C'est une équipe qui n'a pas encore fini de surprendre, Philippe. Oui, on l'a vu des hauts débats dans les résultats. Je trouve des hauts débats aussi dans le cours d'un match. Mais c'est vrai qu'il y a quelques joueurs intéressants. Moi, je me pose encore la question de savoir, mais c'est le cas pour beaucoup d'équipes, est-ce que ça va tenir la distance sur tout un championnat ? Malgré tout, on assiste, quand on regarde le classement, à une normalisation des positions, même si tout n'est pas encore en place. Et je pense que plus on jouera de matchs, plus les grosses cylindrées vont émerger et plus ce sera compliqué pour des équipes comme Aston Villa. Cela dit, ce qu'ils ont déjà sans doute assuré dans ce début de compétition, enfin,
c'est plus que le début maintenant, ça ne donne pas à lutter pour la descente. C'est déjà une bonne chose. Ils pourront jouer plus libérés aussi. Là, on passe à la prochaine rencontre. C'est celle qui va opposer samedi à partir de 13h30 Tottenham et Leeds United. Alors, on doit évidemment parler du cas Tottenham. C'est une équipe qui était encore leader il y a 2 semaines, qui est restée plusieurs journées à la première place et qui là est en train de s'écrouler avec un bilan de 2 points sur les 4 dernières journées. Et on va prendre évidemment le dernier match de Tottenham comme référence. C'est un match qu'ils ont mené pendant 80 et quelques minutes avant d'encaisser. Et là, Christian, on peut dire que c'est récurrent du côté de cette équipe de Tottenham avec un bilan, on va commencer par le bilan, qui est plutôt compliqué pour José Mourinho. Ben voilà, à l'inverse d'Everton qui a su capitaliser et être performant pendant cette période-ci en ne perdant pas. Et voilà, on voit Tottenham qui, eux, je vais dire s'effondrent maintenant, mais en tout cas ont une très mauvaise passe, et c'est dû à ce qu'on avait expliqué précédemment, et on l'avait souvent souligné, je crois que c'était Bruno qui l'avait souligné, qu'est-ce qui va se passer le jour où Kane ou Son ne marquent pas. Bien voilà, ça commence à être le cas. C'est contre Chelsea, il n'y en a aucun des deux qui marque, il n'y a pas de victoire. Contre Tottenham, ils marquent tous les deux, il y a victoire. Contre Palace, il y a un seul qui marque et donc c'est un match nul. Et puis après, qui marque ou qui ne marque pas, ils sont battus ou ne gagnent pas. Et donc c'est le grand point d'interrogation, parce que quand on décide comme Mourinho de réduire le nombre d'occasions parce qu'on laisse le ballon à l'adversaire, il faut être vraiment très efficace. Et lorsque ces 2 joueurs principaux qui ont quand même marqué 77% des buts de Tottenham, c'est un peu mettre tous les œufs dans le même panier, et quand ça ne fonctionne pas, bien voilà, alors à ce moment-là, il y a un problème et ça se dégrade. Et alors on passe évidemment à l'infographie suivante, où il est semaine après semaine, les erreurs défensives continuent. Il est toujours aussi bon dans les buts encaissés de plein jeu, où il est premier. Mais par contre, il vient encore de prendre et de perdre 2 points supplémentaires ce week-end sur un corner. Et comme on peut le voir ici, sur ces phases arrêtées, donc sur les 10 phases arrêtées, il y en a une qui était au-delà du temps réglementaire de la première mi-temps, mais surtout 7 qui sont au-delà de la 80e. Alors, Mourinho, qui est très exigeant au niveau de la concentration, qui ne veut rien lâcher, on se rend compte en fait que cette équipe est soit en difficulté physiquement et donc n'a pas l'intelligence émotionnelle, la fraîcheur pour pouvoir gérer cette dernière partie de match, mais 7 buts encaissés sur les 15 au-delà de la 80e et tous sur phase arrêtée, il y a un réel problème. On le dit chaque semaine, mais semaine après semaine, ça se répète, et donc il faut absolument corriger ça, sinon les difficultés vont augmenter. Alors, on rappelle que cette émission est enregistrée avant la rencontre qui oppose mercredi soir Tottenham et Fulham, mais voilà, on peut partir évidemment de ce partage du côté de Wolverhampton avec encore une fois un but encaissé dans le dernier quart d'heure et encore une fois sur phase arrêtée. Donc, tant que ces problèmes-là ne sont pas gommés, on peut difficilement dire que Tottenham est un candidat au titre, mais on est passé très vite d'un optimisme un petit peu naïf il y a quelques semaines à maintenant beaucoup plus de négativité, notamment dans la presse anglaise, Bruno, parce qu'on parle de l'attitude négative de l'équipe qui, une fois qu'elle a marqué, essaye de protéger à tout prix son résultat, et peut-être d'une ambiance qui s'est un petit peu dégradée. Ça a été vite en l'espace de 2 semaines. Est-ce qu'on n'est pas trop vite passé d'un extrême à l'autre? C'est la loi du vestiaire, hein, c'est l'approche de José Mourinho. Hein, il a été champion comme ça avec Chelsea quand il a démarré avec Chelsea. Il n'a cure du spectacle. Il va se procurer 2 occasions et demie sur un match, et qu'il est Drogba, qu'il est Kane, Drogba à l'époque, ou qu'il est Kane ou Son aujourd'hui, il fait la différence et il bloque. Il n'encaisse pas sur jeu placé parce qu'ils sont tous placés. Mais ça use un joueur. Et quel est le plaisir aussi pour un joueur de vivre 95 minutes de consignes strictes. C'est peut-être ça aussi la cause aussi d'encaisser autant de buts sur phase arrêtée. Le moindre relâchement vous coûte cher. Alors, je ne vois pas beaucoup de joueurs très souriants aujourd'hui parce qu'ils sont dans un schéma de jeu très exigeant aussi. Je pense que s'il y a une trêve,
Ça fera du bien aux Spurs. Mourinho se défend en disant qu'à la mi-temps du match à Wolverhampton, il a demandé à son équipe d'attaquer et il a répondu même à un journaliste en disant la prochaine fois, je leur demanderai de défendre, ils vont peut-être attaquer. Donc, il y a un petit souci de communication entre Mourinho évidemment et ses joueurs. Hier, je regardais un sujet d'un quart d'heure qui avait été fait à la mi-temps d'un match en Angleterre qui était centré vraiment sur Tottenham avec des interviews de joueurs et de Mourinho. Et là, on ne sentait pas du tout ce côté pas positif dans l'équipe. Au contraire, Mourinho a dit notamment une chose qui m'a frappé, c'est que si cette équipe arrive à gagner un titre, ce ne sera pas à cause de moi, ce sera pour d'autres raisons. Et forcément, c'est de la com de sa part, encore une fois. Je crois qu'on est trop dur avec Tottenham pour l'instant. Moi, je conserve la confiance dans ce groupe et dans ce projet. Et je pense qu'un déclic négatif a été le match à Liverpool, qui n'aurait jamais dû perdre, avec les deux occasions, notamment en début de deuxième période, où ils prennent l'avantage. Je pense, Serge, vous étiez au commentaire, si je me souviens bien, que tout le monde était persuadé que s'ils marquent à ce moment-là, Liverpool ne revenait pas. Ils perdent le match dans les arrêts de jeu sur un coup franc, encore une fois, d'accord. C'est une faiblesse, mais je dirais cette équipe, elle sait sur quoi travailler. À la différence de beaucoup d'autres qui ont beaucoup d'autres problèmes que ceux-là. Et je pense que Tottenham sera au minimum dans les 4 premiers à la fin de la saison. En tout cas, Tottenham-Leeds, c'est vraiment un match de contraste. On a d'un côté une équipe de Tottenham qui est très prudente et de l'autre une équipe de Leeds qui joue quasiment porte ouverte chaque semaine. Alors j'ai fait le compte, c'est 21 buts marqués ou encaissés par Leeds sur les 4 derniers matchs. Leeds fait le spectacle, se déplace à Tottenham et Christian, il y a quand même quelques paramètres où ils sont très bons cette saison, cette équipe de Leeds, pour faire le spectacle, oui, certainement, mais aussi sur un aspect offensif. Fatalement, comme il y a beaucoup de projections vers l'avant, comme il y a une envie de ne rien changer au plan, que ça soit 1-0, 4-0, 5-0, c'est exactement ce que Solskjaer disait, c'est que même quand c'est 4-1, 5-1, il continue à jouer avec cette intensité de la même manière. La question qu'on se posait, c'était dans le temps, qu'est-ce qui va se passer dans 10 journées quand les joueurs seront complètement sur les rotules. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont un atout très, très important. Ils sont les meilleurs dans ce domaine en Première Ligue et c'est un atout très important. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on joue contre une équipe, quand on est craint par l'adversaire, on a tendance à jouer avec un bloc plus bas. Et donc, l'alternative de marquer des buts en tirant hors du rectangle, ça, c'est une alternative, c'est un atout très, très important dans le football aujourd'hui. Et cette alternative est magnifique parce que tous les joueurs y participent. Et donc, ça a permis, en fait, de libérer l'équipe. Et donc, j'invite les téléspectateurs à regarder les matchs de Leeds où souvent, les joueurs de flanc rentrent avec le ballon et ils ont déjà marqué 3 buts sur des tirs enroulés. Donc, c'est une arme aussi très, très importante aujourd'hui dans le football. C'est ce tir enroulé hors du rectangle en faisant un enchaînement de out vers in et de pouvoir avoir cette capacité d'ouverture où le gardien n'a pratiquement aucune chance pour défendre sur ce genre de ballon. Donc, bravo à l'équipe de Bielsa pour cette performance dans ce domaine. Je voudrais quand même un peu nuancer parce que j'ai fait l'avant-dernier match de Leeds face à Burnley. Ils ne doivent jamais le gagner. Ils reçoivent un penalty discutable après 4 minutes. Après, ils n'ont plus une occasion sur toute la rencontre. Ils sont dominés par Burnley qui se voit refuser un but qui aurait dû être accordé et qui a je ne sais pas combien d'opportunités de revenir et même de gagner le match. Dans ce match-là, Leeds n'a rien montré sur le plan offensif. J'ai regardé hier le déplacement à WBA. WBA, ils ont fait un super match à Liverpool, mais là, ils ne sont pas venus, quoi. Ils étaient en train de se promener. J'écoutais les commentaires anglais qui disaient, mais bon, on ne peut pas jouer en Première Ligue en défendant comme ça. Donc, avant ces 2 matchs-là, c'est 3 points sur 12, où ils prennent un nombre vraiment important de buts. Ouais. Je pense que la bonne chose pour Leeds, maintenant, je vais être positif pour eux, c'est qu'ils gagnent contre les équipes qui sont en dessous d'eux. Et ça, s'ils continuent à le faire, ils n'auront pas de problème en fin de saison. Mais contre des équipes plus structurées, le projet Bielsa ne tient pas, à mon avis. Mais ça, ce n'est que mon avis. Ce sera le cas à Tottenham, une équipe structurée. Mais on va alors vraiment regarder ces phases de jeu où il y aura les possibilités donc, de tirer au rectangle, Christian. Ils sont quand même, pour enchaîner sur Philippe, ils ont gagné à Burnley. Le penalty sur Bamford est quand même un peu... C'est discutable aussi. Donc, ça passe un peu par le chef d'aiguille. Mais c'est comme ça. Ça fait partie... il y a beaucoup de matchs où les grands entraîneurs gagnent des championnats parce qu'il y a parfois 4, 5, 6, 1-0 sur la saison avec un but dans les dernières 10 minutes. Donc, ça fait partie du foot et c'est bien qu'ils en profitent maintenant parce que la série n'était pas terrible. Et puis, 30 buts encaissés,
ça commence à être lourd. Mais 30 buts marqués aussi, donc c'est du Bielsa tout craché avec Voilà. évidemment le côté positif et les inconvénients aussi. Et donc ce match entre Tottenham et Leeds est programmé samedi à 13h30. On enchaîne avec une rencontre qui, à l'heure d'enregistrer cette émission, reste un gros point d'interrogation. C'est la rencontre qui oppose dimanche à 17h30 Chelsea et Manchester City. Il y a des cas de Covid à Manchester City. Il y avait des nouveaux tests effectués cette semaine. Donc, on attend évidemment d'avoir le résultat pour savoir si City pourra se déplacer du côté de Chelsea. Mais on va évidemment parler de cette rencontre comme si elle aura lieu et on commence avec Chelsea qui est dans une série plutôt négative à tel point qu'on se pose des questions sur la position de Frank Lampard à la tête de l'équipe. On a déjà vu Roman Abramovich être moins patient avec d'autres managers, mais si on regarde le bilan de Chelsea sur les dernières rencontres, on voit que cette équipe marque le pas, Christian. L'infographie, là, à gauche, il y a les 5 derniers matchs, donc il n'y a qu'une seule victoire contre West Ham. 3 défaites et un partage hier contre Aston Villa. Et donc, on reprend le tableau qu'on avait montré la semaine passée. Et voilà, donc le bilan contre le top 11, il est pas très, très bon. Il est pas digne d'une équipe de ce rang avec autant d'investissement et avec autant d'ambition. Une victoire, Une victoire. On le signale. Une victoire face au top 11. Oui, une victoire face au top 11, 7 points sur 24, 29% des points qui sont pris, c'est vraiment pas assez pour une équipe de ce rang. Et 8 buts marqués, 9 buts encaissés, c'est incompréhensible de voir qu'il y a une différence négative. Par contre, voilà, ils sont un peu dans le, comme disait Philippe, Leeds, ils gagnent contre les équipes en dessous d'eux. Voilà, en dessous, les équipes du bas, là c'est performant évidemment. Il n'y a qu'une défaite à Arsenal, il y a 79% des points qui sont pris, donc ce n'est pas suffisant pour le moment. Et il faut absolument avoir une ou deux bonnes victoires contre ces équipes, on ne va pas dire du top 11, mais au moins du top 8, c'est-à-dire de Liverpool à Tottenham, et essayer de reprendre un capital confiance pour pouvoir après dérouler un peu plus facilement. Chelsea, c'est une victoire sur les 5 dernières journées, Christian, et on se rend compte aussi qu'il y a quand même toujours des soucis dans l'aspect défensif. Fatalement, quand on voit le bilan des 5 dernières journées, quand ça va moins bien et qu'il n'y a qu'une victoire, c'est que défensivement, il y a eu quelques petits problèmes. Et là, on remarque que depuis eux qui avaient fait pas mal de clean sheet à un certain moment avec l'arrivée de Mendy, on remarque maintenant qu'ils ont quand même encaissé 7 buts sur les 5 derniers matchs. Et dans tous les domaines, à part le jeu dominant rapide, mais dans tous les domaines. Ça, c'est inquiétant. On le voit sur l'infographie. Il y a un coup franc direct. Il y a 2 pénaltys. Donc, 2 pénaltys, c'est aussi un signe de faiblesse de ne pas être maître dans son rectangle. Il y a 2 centres. Et puis aussi, il y a des passes, il y a des passages par l'axe et aussi venant de très loin. Donc là, il y a une variante dans la manière dont on encaisse les buts sur ces 5 derniers matchs. Il faut stopper cette hémorragie défensive et reprendre à la base, c'est-à-dire il faut déjà garder le 0 comme ils l'ont fait à un certain moment et ils l'ont fait très bien. Et puis il faut capitaliser offensivement maintenant. Alors Bruno, est-ce qu'on peut dire aussi que ce passage à vide est lié à la méforme des 2 gros transferts de l'été, avec Werner qui a marqué au début, mais qui là reste sur une série, je crois que c'est 10 matchs sans avoir marqué, et puis Havertz qui n'a toujours pas montré ses qualités dans ce championnat. Est-ce que cette méforme de Chelsea est liée vraiment à l'incapacité de Lampard de mettre ces 2 joueurs-là en évidence? L'incapacité de Lampard, peut-être. Peut-être qu'il est en train de trouver une faiblesse dans sa manière d'aborder le jeu, Lampard, et qu'il va devoir avancer. Il se tend, il se crispe. La presse anglaise commence à venir le chercher. Il a pu faire ce qu'il voulait avec Giroud. Giroud a toujours presté. Est-ce qu'il va pouvoir faire la même chose avec Timo Werner? Ça, c'est la question. Parce que je pense que Werner fait partie de cette race d'attaquants. Vous les laissez s'exprimer dans de bonnes conditions, ils vont toujours vous planter un but parce qu'il a un coup de rein, il a une accélération, il a un jeu technique et il a la facilité de marquer. Après, la confiance s'échappe très vite pour ce type de joueur. Est-ce qu'on va le laisser faire la même chose avec Werner qu'il a fait avec Giroud? Avec Giroud, ça fonctionne. Pour l'instant, il n'y a pas de problème offensif du côté de Chelsea. Je crois qu'ils ont marqué 31 buts. Il n'y a pas le feu.
Si ça chute un peu, là, elle va rentrer dans le dur, peut-être le très dur. Hein. Je pense que en regardant les matchs de Chelsea, ce qui m'a frappé, c'est qu'on est retombé dans les problèmes de début de saison, c'est-à-dire les problèmes défensifs. On disait quand Kepa jouait, quand c'est cadré, c'est but. Bientôt, on va le redire avec Mendy. Il a passé 5 matchs sans prendre de but, c'est sûr. Alors, c'est pas, à mon avis, c'était déjà pas la faute de Kepa, c'était la faute d'une mauvaise organisation défensive. Et Mendy est en train de perdre confiance aussi. Ça se voit dans son jeu au pied. Il commence à prendre des risques inouïs dans certaines situations. Et on voit dans son regard qu'il est plus du tout aussi serein parce que devant lui, la défense ne preste pas de manière suffisamment efficace défensivement. Le plan offensif, c'est quand même, je pense que c'est Zouma qui a marqué le plus de buts sur phase arrêtée de la tête. C'est le joueur qui, quand on regarde le match, c'est lui qui est le plus dangereux sur les phases arrêtées. Mais de plein jeu, Chelsea n'est plus dangereux. Et ça, c'est vraiment inquiétant. On ne voit pas Havertz, on ne voit pas Werner, même quand il est au jeu. Ziyech est blessé. Ça fait quand même beaucoup d'argent dépensé pour des joueurs qui n'apportent pas. Et je pense que Lampard doit faire très très attention parce que Giroud, ça tiendra 2-3 semaines, mais pas plus. Oui, je voulais ajouter par rapport au cas de Werner, il vient d'une structure à Leipzig où il y a quand même le jeu offensif était quand même très particulier. Il y a aussi une projection rapide vers l'avant. Il y a aussi ce contre-pressing qui est une des armes très très importantes et qui est pratiquée par beaucoup d'entraîneurs allemands aujourd'hui. Il est dans une structure ici où il n'a pas la même identité de jeu. Quand on va à Leipzig et qu'on regarde, il y a vraiment une volonté de partir de derrière, il y a une volonté de récupérer haute, il y a vraiment une volonté et il n'a pas encore ce point de repère-là. Et pour Havertz, en observant au début de saison, quand on a fait le bilan et on a dit voilà les transferts, quelles étaient les qualités, quand on regarde les performances de Havertz avec Leverkusen, il n'a pas des performances en termes d'assists et de passes décisives pour un niveau de la Première Ligue. Donc, à ce moment-là, il y avait un questionnement en se disant c'est intéressant de voir pourquoi il y a ce choix-là. Peut-être qu'il y a une spécificité qui va correspondre à l'identité de ce que Lampard veut en mettre offensivement. Mais ce qu'il a fait dans le passé, on n'a pas encore prouvé qu'il était capable de pouvoir s'imposer à ce niveau-là. Et on le voit pour le moment. Il est incapable de délivrer une passe décisive alors que c'est quand même un joueur qui doit apporter un plus dans le jeu offensif. Et on est curieux évidemment de voir Chelsea et de voir s'il y aura une remise en question dans l'approche de la rencontre pour Frank Lampard. Du côté de Manchester City, on n'a plus vu les Citizens depuis le Boxing Day. C'était une victoire 2-0 face à Newcastle. Voilà, une victoire tranquille avec une grosse domination, mais on a l'impression toujours d'avoir un goût de trop peu. C'est peut-être parce qu'on attend beaucoup plus, évidemment beaucoup trop de cette équipe de Manchester City, Christian, qui marque beaucoup moins qu'avant en dominant toujours les rencontres de la même manière finalement. Alors, comme ils n'ont pas joué lors de la dernière journée, c'était l'occasion d'observer la production offensive sur l'ensemble de la saison. Et alors, quand on voit que la saison passée, ils ont marqué 102 buts en 38 matchs, cette saison, ils sont à 21 buts en 14 matchs. C'est plus de 50% en termes de déficience offensive. Alors, si on regarde en détail ce tableau, je vais essayer de vous l'expliquer clairement. La colonne de gauche, c'est le nombre de buts par match, donc de 0 à 5. La deuxième colonne qui est entourée, c'est le nombre de buts, c'est le nombre de matchs où ils ont marqué ce nombre-là de buts. Et là, on observe qu'un but et 2 buts, ça passe. Dès qu'on passe la barre pour arriver à 3 buts, 4 buts, 5 buts, et la saison passée, on en a eu beaucoup des 5-0, surtout post-Covid, on remarque en fait que sur 14 matchs, ils ont réussi qu'à marquer une seule fois 3 buts et une seule fois 5 buts. Les 3 buts marqués, c'était en déplacement à Wolves et la victoire 5-0 contre Burnley. Donc, c'est quelque chose d'étonnant. Est-ce que le système offensif de Guardiola, est-ce que sa philosophie s'essouffle ou est-ce qu'il est temps de changer, d'apporter des nouveaux joueurs pour qu'ils viennent apporter une production offensive beaucoup plus importante? Mais 21 buts pour une équipe de Guardiola en 14 matchs, ce qui n'empêche pas Manchester City d'être toujours dans la course au titre. Hein. C'est vrai qu'ils sont pour le moment que 8e, mais avec des matchs en moins. Donc, même en marquant moins, cette équipe reste quand même toujours compétitive. S'ils gagnent leur match de retard, ils ont un match en moins. S'ils gagnent ce match, je crois que c'est 30 points. Ils sont 3e. Hein, donc, Serge, c'est quand même compliqué. Il y a quand même le meilleur buteur, c'est Mahrez et Sterling avec 4 buts. 4 buts pour une équipe comme
comme Manchester City. On peut prendre toutes les équipes moyennes du championnat d'Angleterre et tous les buteurs sont au-dessus de ça. C'est évidemment le gros match du week-end, mais avec un gros point d'interrogation, je le répète. Au moment d'enregistrer cette émission, on ne sait toujours pas si Chelsea-Manchester City prévu dimanche aura bel et bien lieu. On passe donc à la dernière rencontre que l'on va passer à la loupe de cette 17e journée. C'est celle qui va opposer lundi soir Southampton à Liverpool. Et on commence avec Southampton. On parlait d'essoufflement général dans cette première ligue, mais c'est surtout marqué du côté de Southampton qui reste sur 3 partages et 1 défaite. C'est vrai que cette équipe dirigée par Hasenhüttl a étonné dans cette première partie de saison. Là, ça semble compliqué, mais il faut dire qu'il y a des problèmes de Covid. Il y a des blessés aussi avec notamment Danny Ings, le buteur. Bon, ça peut expliquer le parcours compliqué de ces dernières semaines, Christian. Voilà, les 4 derniers matchs, il n'y a pas de victoire. Et puis voilà, encore une fois, comme on l'évoque chaque fois, ces équipes du subtop qui ont besoin d'un buteur efficace et productif. Et s'il est blessé, il n'y a pas d'alternative. Donc voilà, donc quelqu'un comme Danny Ings qui a marqué 6 buts et 3 assists, voilà, son dernier but remonte au 7 décembre pour la victoire contre Brighton. Et depuis lors, il n'a plus marqué. Et depuis lors, Southampton n'a plus gagné. On a vu avec le tableau que Christian a dévoilé là, les résultats sont serrés, donc on garde encore une organisation. Après, la différence, c'est ça, c'est l'accélération de Danny Ings. Il faut jouer contre ces gars-là. C'est 95 minutes sur une pelouse au sprint. Même s'il y a beaucoup de déchets, même s'ils ont besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, ils finissent régulièrement par vous planter un but. Si vous perdez cette valeur-là, mais que vous restez dans une structure, le danger, c'est de perdre la structure et de commencer à encaisser des défaites, 3-4 buts là. Ça, c'est pas le cas aujourd'hui encore. Donc, ils sont à la frontière de quelque chose. On va voir si c'est pour remonter ou pour vraiment chuter. On enregistre cette émission avant le déplacement de Liverpool à Newcastle. Donc, pour nous, le dernier match était ce partage étonnant à domicile face à West Brom, Christian, mais vous avez été chercher quand même une statistique assez étonnante, c'est que Liverpool, la meilleure équipe sur cette année 2020, a du mal face aux 4 derniers. Comme vous pouvez le voir sur cette infographie, c'est une victoire contre les derniers, contre Sheffield, et puis après, voilà, c'est 3 matchs nuls contre les 2 promus et contre Brighton. Donc, c'est très étonnant. Mais malgré tout, on voit quand même que c'est une année bizarre parce qu'avec des résultats comme ça, on peut encore se retrouver en tête. Bon, c'est de loin, évidemment, la meilleure équipe de 2020 avec les contrastes, 30 ans d'attente. Et puis, ce titre, Bruno, fêté dans un stade vide. Ce titre, jamais fêté. Ils n'ont jamais fêté. Ils le fêteront quand ils sont dans les bras des supporters. J'espère qu'ils ne vont pas attendre 30 ans pour le fêter, celui-là. Ce que je voulais dire, c'est que là, on commence à sentir que Van Dijk n'est pas là, que Matip se blesse dans cette dernière rencontre, que la charnière centrale défensive, on doit y mettre Fabinho, c'est pas son rôle premier. Et Curtis Jones, qui montre plein de choses prometteuses, va être un peu approximatif, ça va créer une phase arrêtée, et là, ils encaissent. Je pense, sincèrement, que qu'en l'absence de Van Dijk, ou qu'avec Van Dijk, ce but-là, il n'encaisse jamais. Donc, à un moment donné, ça se paye, ça, cette charnière centrale défensive sur les phases arrêtées, ça se paye un peu. Mais bon. On va terminer cette émission alors sur une question. Est-ce que Liverpool doit recruter, et notamment un défenseur central, durant ce mercato, Philippe? C'est toujours le même problème, c'est recruter. Quand vous voyez la liste des joueurs qui sont officiellement autorisés à jouer en Première Ligue, alors dans notre base statistique, c'est la plus longue. J'ai dû modifier la longueur tellement il y a des joueurs qui sortent de leur centre de... Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller acheter? On n'a pas arrêté de dire chaque semaine qu'ils remplaçaient avec des joueurs qui sortaient enfin des jeunes, des nouveaux qu'on connaissait pas, qui sont performants. Je pense pas que le problème est là. Encore une fois, contre West Brom qui prenait un but à la dernière minute, ou enfin dans les 5 dernières minutes sur une phase arrêtée, c'est pas ça le problème, c'est qu'ils n'en aient pas marqué 4 comme Leeds l'a fait contre West Brom avant, et en deuxième mi-temps, ils ont un tir cadré, je crois, Liverpool. Donc le problème, il est pas dans les joueurs, le problème, il est dans l'envie, dans la mentalité. Il marquait comme il voulait avant avec les mêmes joueurs. Aujourd'hui, Mané ne marque, enfin si, il a marqué un but, mais il a mis un bout de temps avant de marquer de nouveau. Il y a une certaine usure, je pense, à Liverpool. Il n'y a pas que les blessures, il y a d'autres problèmes qui doivent être gérés. Et le fait que Klopp se plaigne régulièrement du nombre de changements, etc., alors que lui-même est un de ceux qui changent le moins dans son équipe, qui est 3 ou 5 remplacements, ça ne change rien. Je me souviens, je crois que c'est contre Tottenham, il ne fait pas un seul remplacement.
le problème n'est pas là, ce sont des excuses. Le problème, c'est la rentabilité de l'effectif qu'il a actuellement, je crois. Et là, ils doivent trouver de nouvelles solutions en interne, pas en transférant. Et tout cela nous ramène finalement à l'information qui avait ouvert cette émission. La Première Ligue va peut-être imposer 2 semaines de pause durant le mois de janvier, affaire à suivre. Mais il me reste en tout cas à vous souhaiter un bon week-end de Première Ligue sur vous Sport World avec toutes ces rencontres entre vendredi et lundi soir. Et puis à vous souhaiter aussi, messieurs, une bonne, joyeuse année 2021. On part de loin, donc elle ne pourrait être que meilleure, on l'espère. On l'espère tous. Hein. Bon, en tout cas, merci de votre fidélité à vous Zoom. Joyeux réveillon si vous regardez cette émission le 31 et puis bonne année si vous regardez cette émission à partir du 1er janvier. Passez un excellent week-end et on se retrouve très bientôt. Merci Philippe, merci Bruno, merci Christian. Bonne et heureuse année 2021 et à très bientôt. Bye bye.